Bonjour Hervé. Bonjour Damien. Je suis content qu'on soit ensemble. Le sujet aujourd'hui, c'est de parler de Bicorp. Donc, tu as fondé le cabinet RH Performance. Oui. Et vous avez reçu le label Bicorp, c'est ça? Tout à fait, au mois de juillet. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous recrutez de manière générale pour le cabinet, Oui. Pas pour vos clients, de savoir quel est ton parcours de recruteur avant ça, savoir comment Bicorp ça a eu un impact sur vos processus de recrutement, oui. Sur l'attractivité de l'entreprise de manière générale. Et puis après on fera en deuxième partie, on approfondira l'ensemble du sujet Bicorp, c'est-à-dire que qu'est-ce que c'est sur le fond, quelle démarche vous avez fait pour obtenir le label, quel impact ça a sur l'intérieur de l'entreprise et ensuite sur les différents partenaires extérieurs de l'entreprise. Est-ce que c'est cool? Ouais, c'est cool. Super. Avec plaisir. Du coup, est-ce que tu sais te présenter? Qui es-tu, Hervé, la question de recruteur? Alors, à la question est-ce que je sais me présenter? Oui, je sais me présenter. Donc moi je m'appelle Hervé Van Rijn, j'ai 51 ans, je suis l'un des deux fondateurs de cette belle entreprise qui est RH Performance. Ouais. Aujourd'hui c'est une quarantaine de personnes sur Paris, Lille et Toulouse. Ouais. Et on existe depuis 15 ans. On va fêter nos 15 ans en février l'année prochaine et puis si on parle un peu économique, on sera sur 3,5 millions d'euros et on réalise à peu près par an 250 à 280 missions de recrutement. D'accord. Et 400 jours de formation. Des recrutements, du coup, est-ce que vous avez une typologie de recrutement sur laquelle vous travaillez? On est plutôt dans ce qu'on va appeler, on intervient sur le middle market principalement. Donc d'une région à une autre, ça peut bouger un peu, mais on va dire c'est des populations experts, managers, directeurs principalement. D'accord. Voilà. Ok. Donc toi, ça fait 15-20 ans que tu recrutes? Alors 15 ans chez RH Performance et avant ça j'ai travaillé dans un cabinet anglo-saxon assez connu qui s'appelle Michael Page pendant quelques années pour apprendre le métier et après les quitter pour le réinventer. D'accord. Ouais. Du coup, quelles ont été les étapes pour toi dans le processus d'apprendre le métier de recruteur? Quels sont peut-être les points où tu as beaucoup appris? Est-ce qu'il y a un parcours comme celui-ci? Ouais. Alors, c'est clair que le métier, je l'ai appris chez Michael Page, avec ce qu'ils ont d'intéressant, de moins intéressant, sachant que chez Michael Page, c'est anglo-saxonne, très descendant, que des process, tout est piloté, tout est contrôlé, etc. Donc c'est très apprenant et en même temps très étouffant. En tout cas, j'ai passé 2 ans et demi, 3 ans, j'ai cartonné, j'ai pris confiance en moi, j'ai découvert ce métier qui est un métier qui je trouvais très amusant parce que chaque rencontre, chaque mission est différente, c'est des surprises, faut s'adapter à la TPE, à la grande entreprise, aux dirigeants, à l'opérationnel, etc. Donc c'est très riche et on n'a pas le temps de s'ennuyer. Toi tu es extraverti, donc rencontrer des gens ça te stimule. Ça m'amuse, ouais. Je trouve ça riche. Ouais. C'est effectivement riche. Et t'as raison que, effectivement, plus on est extraverti, plus on se fait plaisir dans ce type d'environnement. Ouais. Et donc voilà, c'est un métier que je trouve très amusant, qui est en même temps en pleine mutation, parce qu'avec l'arrivée du numérique, forcément, ça fait beaucoup bouger les lignes. Et ce qui est une bonne chose, parce que ça nous permet, dans notre métier, d'automatiser de plus en plus les tâches qui créent pas de valeur ajoutée pour après se concentrer sur ce qui fait la valeur ajoutée d'un cabinet, c'est la relation au candidat et au client. Est-ce que, en un mot, tu sais nous dire qu'est-ce qui différencie l'activité de RH Perf de ses concurrents? Comment vous approchez le métier chez RH Perf de manière unique? Alors, on a forcément des similitudes avec nos clients, mais en fait, nous, on intervient qu'en chasse de tête et on a fait un travail extraordinaire il y a 3 ans. On a travaillé avec nos clients pour repenser notre offre. Pourquoi? Parce que la chasse de tête, il y a un côté assez prestigieux, réservé à certaines sociétés qui ont les moyens. Et nous, on avait vraiment envie de démocratiser la chasse de tête pour la rendre accessible au plus grand nombre. Et c'est ce qu'on a fait, c'est qu'aujourd'hui, nos clients, en fonction de leur contexte, en fonction de leurs envies, en fonction de leur budget, on est capable de leur proposer des offres complètement adaptées. Et grâce à ça, on cartonne. Et on associe à ça un gros travail qu'on fait avec différentes startups sur comment on va automatiser. Et l'enjeu de notre métier, c'est la data. Comment on peut récupérer un maximum de data pour étudier la faisabilité des missions, voir comment on peut aller vite. Comment on peut récupérer facilement de la data pour identifier les bons candidats, etc. Et puis comment on peut récupérer la data pour savoir où est-ce qu'il y a des postes qui sont ouverts. Et là-dessus, on avance beaucoup. Alors je peux pas encore te faire d'annonce parce que demain on a encore un rendez-vous à Paris avec une start-up qui travaille là-dessus. Mais on croit beaucoup en l'innovation, on croit beaucoup dans le numérique et j'espère que dans quelques semaines on pourra dire à nos clients, attendez, venez bosser avec nous. En plus d'être sympa et d'avoir des offres innovantes, on a en plus une vraie innovation technologique qui nous permet d'aller vite. Comment vous recrutiez pour le cabinet aujourd'hui? Donc les collaborateurs du cabinet, comment tu as recruté jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que vous aviez des méthodes? Alors c'est avant ou après Bicorp? C'est la question après, c'est qu'est-ce que Bicorp a changé donc avant? D'accord. Avant,
on les recrute, c'est-à-dire que nous, la plupart de nos collaborateurs, on les trouve par notre réseau. C'est-à-dire que les annonces, ça marche pas. C'est notre réseau personnel qui nous permet plutôt d'identifier. Je parle bien des consultants parce que c'est les gens les plus difficiles à trouver. Donc une fois qu'on en a identifié quelques-uns, on les appelle, on propose de venir travailler chez nous. La majorité n'a jamais pensé à venir dans ce métier. C'est-à-dire que la plupart des gens qui viennent dans le recrutement arrivent un peu par hasard ou par des rencontres. Et quand on les rencontre, disons, on va être au moins 6 à 8 à les rencontrer. Ils vont venir faire une après-midi piscine avec nous pour découvrir le métier, ce qu'on est, etc. On leur fait passer des tests et on parle de piscine, c'est de l'immersion dans le bureau. Ouais, on est bien d'accord. C'est pas la piscine, non, avec le slip en calvaire et les caclettes, non, c'est pas ça. Et donc ils viennent passer l'après-midi chez nous pour voir un peu le métier, ce qu'il en est, etc. Pour rendre le ou la mariée la plus juste possible. Et on finit par un assessment. Un assessment, c'est quoi? C'est une mise en situation, c'est-à-dire qu'ils vont venir ici avec une feuille. On va leur dire voilà, il va se passer ceci, cela, et puis il va pas se passer forcément ce qui était écrit. Et on les met en situation un peu d'inconfort, très respectueuse, pour voir comment ils réagissent en situation d'incertitude, de stress, etc., pour voir comment ils sont. Et à l'issue de ça, si ils ont passé les étapes et si tout le monde est d'accord sur le recrutement, sachant que chacun ici a un droit de veto, après on leur fait une proposition qui va bien, puis on les recrute. D'accord. Voilà. Le profil des gens que vous recrutez, il est assez expérimenté quand même. Ouais. Chez les consultants, majoritairement, hormis Toan, que tu connais, majoritairement c'est des gens qui ont plutôt pas dans la quarantaine. On va dire, les plus jeunes vont avoir 32, 33 ans et les plus âgés, je me sors du lot, c'est 50 balles. Ouais. On est quand même dans un métier où la tente grise rassure sur certains postes. Alors, elle va pas rassurer chez le développeur, forcément, mais sur la plupart des postes, elle va rassurer. Ma question, c'est, vous recrutez pas par annonce, c'est parce est-ce qu'il y aurait des profils, d'autres profils pour le cabinet que tu aurais pu recruter par annonce? Le constat est quand même, c'est que les annonces sont surutilisées aujourd'hui. Et quand tu diffuses une annonce, en général, au bout de quelques jours, elle est déjà en 5e, 10e page, etc. Donc ça peut marcher, mais ça reste un outil qui est tellement utilisé que c'est que on a parfois l'impression de jeter une bouteille à la mer. Donc c'est pour ça qu'on utilise beaucoup plus les communautés, les réseaux personnels, les réseaux sociaux et d'autres outils, etc. Et encore, très souvent ces gens-là, on les connaît. C'est aussi parce que les candidats que tu vas chercher, c'est des gens qui n'avaient jamais envisagé de prendre le métier avant. Aussi, ça peut jouer. Ouais, c'est clair. Du coup, t'es obligé de faire une approche. Il faut qu'il y ait un lien qui se construise avant d'envisager la candidature. Ouais. Du coup, tu cherches pas des candidats sur le marché, tu cherches des potentiels candidats. C'est vrai. Et nous, on aime bien aller chercher des gens qui ne viennent pas de la concurrence. Ouais. Donc je cherche des gens qui viennent plutôt du client, qui sont forcément en entreprise et qui ont des métiers qui peuvent nous intéresser parce qu'ils vont avoir. En fait, on sait dans notre métier ceux qui réussissent, c'est ceux qui ont le sens du business, qui sont crédibles sur un secteur d'activité ou un métier. Puis troisième élément, ceux qui soient capables de recruter ou de former, mais ça on leur apprendra. D'accord. Et du coup, le fait d'être labellisé Bicorp, en quoi ça change au processus de recrutement? Ce qui a changé, c'est on va continuer à les rencontrer à 6 ou 8, on va continuer à leur faire passer des tests, des assessments. Et on va surtout discuter avec eux sur nos engagements RSE. Ça veut dire quoi? C'est que avant, on n'en parlait pas. Aujourd'hui, moi, les gens que je rencontre, en général, je passe 1 heure, 1 heure et quart avec eux. On s'est rendu compte qu'on va passer 1 demi-heure à parler du sujet RSE. Pourquoi? Parce que pour nous, Bicorp, c'est devenu un guide de transformation de notre entreprise pour être encore plus équitable que ce qu'on est aujourd'hui. On l'est déjà beaucoup, on veut aller plus loin. Et aujourd'hui, on peut envisager de recruter quelqu'un qui ne soit pas militant, on peut envisager de recruter quelqu'un qui est assez peu au fait du sujet. En revanche, on ne s'imagine pas recruter quelqu'un qui ne croit pas à la cause RSE, quelqu'un qui me dirait, écoutez, pour moi, je suis un climato-sceptique, je veux rouler dans un gros Hummer, je veux continuer à prendre l'avion un maximum. On va être en décalage parce que nous, on a envie d'avancer sur ce sujet-là. Donc voilà. Donc on n'est pas là pour critiquer. Nous, en tout cas, on a des convictions qui sont militantes, et on a envie de recruter des gens avec qui on va pouvoir partager plein de choses, des valeurs, des projets, etc. Mais aussi cette cause-là. Ouais, du coup, ça vous fait un point de culture fit. Est-ce qu'il y a d'autres éléments de culture d'entreprise qui sont formalisés, qui sont abordés très tôt dans le processus d'entretien? Alors très clairement, parce que on leur partage, on a une vision, on a une ambition, une mission, donc c'est un élément très intéressant quand on leur partage. Puis on a des commandements qu'on a mis en anglais parce que ça faisait classe, mais trust we trust, fun and serious, client first, the West welcome, et social entrepreneur we are.
Ça, c'est des sujets intéressants parce que quand demain je te recrute, si je te dis la confiance, c'est quoi pour toi, en quoi c'est important, c'est quand la dernière fois où tu as accordé ta confiance. C'est des questions de comportement, ça. Voilà, etc. Et ça, c'est vachement intéressant, c'est qu'on traduit nos commandements, certains appellent ça des valeurs, dans des postures. Et donc, on va pouvoir avoir des échanges très qualitatifs sur ces sujets-là. Donc nos commandements, on en parle, puis bien évidemment le reste, mission, ambition et vision aussi. Donc c'est des échanges qu'on continue à avoir, sauf qu'on vient intégrer, aujourd'hui on vient plugger la brique Bicorp pour un moment leur dire, et vous en pensez quoi de ça? En quoi on est en phase? On partage tout ça. Ouais. Est-ce que ça vous permet donc ça c'est dans le processus de qualification, tu vas essayer de créer une adhérence sur le sujet. Est-ce que ça t'a permis d'attirer ou de mieux convertir? Ce qui est sûr, c'est que les personnes qu'on a rencontrées à date avaient tous au moins une sensibilité, voire déjà des engagements, et ça crée encore plus de liens en amont. C'est ça. Donc ils ont entendu parler du fait que vous soyez Bicorp avant de venir au premier entretien. Ils le savent. Ils le savent. Ils le savent, c'est affiché haut et clair, et quand on les a au téléphone pour le premier rendez-vous, on aborde déjà le sujet. Du coup, ça vous permet c'est au moins un client, ça fait que les candidats que vous rencontrez, c'est des candidats qui vous ressemblent le plus, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Et effectivement, tout à l'heure, je passais un rendez-vous dans cette salle avec l'une de nos jeunes collaboratrices. On a un peu parlé ensemble. Elle y croit. Elle aimait déjà notre marque. Elle avait une bonne image de notre société. Et quand elle a vu qu'on était Bicorp, elle a dit, je vais les rejoindre. Donc Bicorp, c'est sûr que quelqu'un qui est pas du tout sensible à la cause RSE, ça va pas lui parler. Mais quelqu'un qui, un tant soit peu sensible, voire plus, ça crée tout de suite une attractivité. Ça donne envie de nous rejoindre parce qu'ils se disent, ces gens-là, pour avoir la certification Bicorp, ça veut dire que leur modèle, dans l'ensemble, il est équitable. Ouais. Et donc forcément, ceux qui adhèrent à cette cause, eh ben, ils se disent, j'ai envie de faire ce métier, et en plus, si je pouvais le faire avec des gens avec qui je partage ce type de conviction, bah, ça crée forcément de la force. Parce que tu peux facilement changer de métier pour refaire le même dans une autre boîte, mais si c'est pour avoir le même impact, ça change pas beaucoup. Exactement. Le fait de le faire pour aller dans une boîte où l'impact il est reconnu, ça te permet d'avoir un déclencheur qui fait le changement de poste. T'aurais pu faire sous 2 ans. Ou... Exactement. Et ce qu'on voit en extérieur, les gens qui sont faits du sujet, c'est se dire, je peux faire ce métier de manière clean, de manière responsable. Je sais que ma contribution, c'est pas juste du chiffre d'affaires et de la marge, c'est que ce chiffre d'affaires et cette marge, il est redistribué en interne et en externe. Alors en interne, ça travers des primes, de l'intéressement, on réfléchit à un accès au capital des collaborateurs, etc. Mais en externe, tous les ans, on redistribue énormément de temps et d'argent à des associations. Ouais. Et ça sert à ça aussi. Donc c'est se dire, quand je rentre du chiffre d'affaires pour l'entreprise, certes j'ai des primes, certes ça me permet d'investir, ça permet de gagner de l'argent parce que il faut qu'on en gagne de l'argent, mais c'est un business qui est clean, c'est un business qui est équitable et on est fier de le faire. Du coup, Bicorp sur le fond, en quoi ça consiste? Quelle est peut-être la mission, la moto? La démarche est la suivante. Si tu veux, nous on avait déjà quelques labels, on a gagné 2 prix dans la région avec Alliance et Lamel sur la diversité, sur l'équité, etc. Et on cherchait vraiment un label qui soit pas juste sur est-ce que je roule en électrique, sachant que l'électrique dans la limite de ce que ça peut être. Est-ce que je trie mes déchets? Il faut aller beaucoup plus loin que ça. C'est quelles sont mes externalités positives ou négatives, comment je redistribue, est-ce que je suis équitable, est-ce que le salaire plus haut est pas trop loin du salaire le plus bas, enfin etc. C'est vraiment un ensemble. Et Candice chez nous qui s'occupe de ce sujet a identifié le label Bicorp. On a parlé puis on lui a dit écoute go on y va. Et comment ça se passe? T'as d'abord 200 questions qui sont en ligne, auxquelles tu peux répondre, ça prend un peu de temps, parce qu'il demande un certain nombre d'éléments qui sont faciles à trouver, d'autres, c'est quel est le pourcentage de ton chiffre d'affaires qui a été utilisé pour former tes collaborateurs. Combien d'heures par an tu donnes à des associations qui ont le besoin, etc. Donc ça prend du temps. Il m'a fallu 3-4 mois pour répondre à ces 200 questions, et à l'issue de ces 200 questions, soit tu es au-dessus de 80 points, soit tu es en dessous. Si tu es en dessous, tu n'es pas Bicorp, mais en revanche, tu as une feuille de route. On te dit clairement sur quoi tu as été bon, sur quoi tu as été moyen, sur quoi tu n'as pas été bon, en rapport avec ton secteur d'activité et ta taille. Si tu es dans la chimie, si tu es dans l'agroalimentaire ou dans le service, forcément, tu n'es pas noté sur les mêmes critères. Tu doutes que nous, dans le service, ou toi, ici, on est à Lille, on n'a pas énormément d'externalités négatives sur le transport. Parce qu'on circule en vélo, en transport, même si t'es en voiture, c'est rien. En revanche, si nous sommes un industriel du textile, forcément, on a des externalités négatives beaucoup plus fortes. Donc, on sera pas noté de la même manière. Donc, si t'as moins de 80, tu n'es pas Bicorp, mais en revanche,
T'as une feuille de route très claire, ce sur quoi tu peux t'améliorer. Si t'as plus de 80, ce qui a été notre cas, et je tiens à le souligner, c'est une performance en général des sociétés mettent 2, 3, 4 ans à avoir le label, nous on l'a eu en 4 mois. Ouais. On l'a eu dès le premier coup, parce que on est quand même très avancé sur beaucoup de sujets. Donc on a eu 83 points. Quand on a plus de 80 points, eh ben on est audité. Et l'audit est, j'ai trouvé assez malin. T'as 5 grands thèmes chez Bicorp. T'as la gouvernance, t'as le management des collaborateurs, t'as la partie économique, environnementale et les clients. Et en fait, ils ont choisi le thème de la gouvernance et ils nous donnent un rendez-vous et pendant une semaine, ils nous appellent, c'est en anglais, ils nous disent voilà, vous avez dit ça à telle question, oui, vous avez 24 heures pour nous donner la preuve. Vous avez dit ça à telle question, vous avez 48 heures pour nous donner la preuve. C'est-à-dire que t'as pas le temps d'écrire des documents qui n'existeraient pas. Et à chaque fois que tu es capable de fournir ces documents, tu marques tes points, ou au pire tu pourras en perdre des points, parce que du déclaratif, on passe à la preuve. Et c'est vraiment extrêmement bien fait. Et derrière, on a des échanges pour expliquer ce qu'on a mis en place, pourquoi on a mis ça en place, etc. Alors Bicorp est américain, donc parfois ils nous demandent des choses auxquelles on n'a pas le droit de répondre. C'est nous demander de lister les races qu'on avait ici en interne, ça on peut pas. C'est les appartenances ethniques, ouais. Ouais, etc. En France, tu peux pas le faire. Ils nous demandaient de nous dire quels étaient les niveaux de revenus des gens qui appartenaient à notre gouvernance. Bon, voilà, il y a des questions auxquelles on pouvait pas répondre parce que ça n'existe pas. Mais ça, c'était assez marginal. Mais voilà, donc au-delà de 80 points, audit. Et si l'audit confirme tout ce qui a été écrit, après on a ce label Bicorp. Et c'est réellement très intéressant parce qu'en interne, alors c'était sur une plateforme, on diffusait en temps réel l'évolution du score. Et à un moment, on est monté à 83, 84, on est redescendu à 77, 78, etc. Et il y avait tout un engouement parce qu'on savait qu'il y avait une date limite à la fin de l'audit où on aurait ou on n'aurait pas. C'est quoi les 5 grands thèmes, tu m'as dit, c'était 5 grands thèmes, tu as la gouvernance. Okay. La gouvernance, c'est comment ta société est dirigée, seule, avec qui, est-ce qu'il y a des organes extérieurs. C'est ça, vous avez un comité On a une gouvernance extérieure. On a un copil, on a des représentations locales. Ouais. Et en fait, on a marqué beaucoup de points parce que dans nos 3 niveaux de gouvernance, les collaborateurs sont intégrés. Il y a que dans ce qu'on appelle nous le board, ça fait un peu classe d'appeler ça le board. Le conseil d'administration, voilà. Et au board, en fait, on paye 3 personnes, 2 DG et une DRH, pour nous faire un effet miroir tous les 2 mois et demi, 3 mois. Ouais. Et c'est là-dessus où ils nous ont dit, ça serait bien de faire rentrer vos collaborateurs là-dedans. Et on a fait tout un travail pour se dire, comment on pourrait faire rentrer progressivement nos collaborateurs sur des sujets stratégiques. Voilà. Et donc, le thème de la gouvernance, c'est sur celui-là que nous avons été audités. D'accord. Et la gouvernance, à toi, elle te prend combien de temps sur un mois ou deux combien de temps elle me prend je dirais en moyenne, elle doit me prendre, parce on a la gouvernance locale, donc ça c'est tous les lundis matins. Ouais. Il y a une gouvernance groupe qu'on appelle le copil, c'est tous les mois, soit 2 heures, soit une journée. Et le board, c'est une fois tous les 2 mois, une journée. Mais donc, toi, tu dois préparer chaque gouvernance. Ouais. Donc un copil, ça te prend une journée ou 2 en prépa. Ça va prendre une demi-journée. Une demi-journée et un board, ça te prend 2 journées. Et un board, ça peut prendre, je dirais plutôt une journée. Plutôt une journée. Ouais, donc tu vois, c'est des investissements quand même. Ça vient vite, sur un mois, c'est 2 jours, je pense, toi. C'est ça. Sur un trimestre, ça te mange une bonne semaine. Ça peut faire une semaine. Voilà. C'est un investissement. Ouais, c'est un investissement qui porte ses fruits, qui est très riche. Ouais, mais ça montre l'importance que tu apportes au sujet. Ok, le deuxième thème, c'était? Donc, premier thème, la gouvernance. Le deuxième, c'est ce qu'ils appellent collaborateurs, workers. Donc, c'est là des collaborateurs, c'est collaborateurs et management. Ouais. Comment on manage les équipes, quel style, les montants investis, le turnover, enfin tous ces sujets-là qui sont audités. Okay. Très intéressant aussi pour nous de faire un état des lieux de ce qu'on fait, de ce qu'on fait bien, ce qu'on fait moins bien. C'est un indicateur de la qualité de la politique RH de manière générale. Ouais, on pourrait le qualifier comme ça. Ouais. Qu'est-ce qui est fait pour les collaborateurs? Ouais. En termes de formation, d'intégration, de suivi, etc. Troisième thème, c'est les clients. Donc la mesure de la satisfaction client, qu'est-ce qui est fait avec eux, quelle rétribution, enfin, etc. Le quatrième, c'est l'environnement. Donc là, on va parler clairement de comment les transports internes, externes, etc. Et le dernier, c'est ce qu'ils ont appelé les achats, les fournisseurs. Ouais. Quelle est notre politique achat? Okay. Avec qui on travaille et pourquoi?
Ouais. Et ça, c'est intéressant aussi de se dire, est-ce que je continue à travailler avec des sociétés qui sont présentes partout dans le monde, avec pourquoi pas des sièges sociaux dans les îles Caïmans ou je ne sais où, ou est-ce qu'à un moment donné, je fais le choix de travailler avec d'autres fournisseurs qui sont plus éthiques. Ça, c'est intéressant. Et moi, je peux te donner un exemple, c'est que on a gardé 2 banques depuis 2 ans, mais on a mis 70% de notre chiffre d'affaires au crédit coopératif. D'accord. On a gardé une banque de réseau un peu traditionnelle, mais on est en train de regarder pourquoi pas les quitter, parce qu'on aime bien regarder, tu as un classement qui s'appelle le classement L'Oxfam, sur les projets qui sont soutenus par les banques. Et il regarde principalement l'investissement dans le pétrole en mémoire. C'est l'impact CO2. C'est le pétrole, l'armement, le nucléaire, etc. Et c'est intéressant au moment de se dire, est-ce que j'ai envie d'avoir une banque qui soutient l'armement? Je sais pas toi Damien, mais moi j'ai pas envie. Voilà. Donc c'est intéressant aussi. Et on l'a fait avec notre commercial chargé d'affaires du CIC, quand on leur a dit on va dans une autre banque, pourquoi pas. Et puis on leur a dit je sais pas si vous êtes au courant, monsieur, mais votre banque soutient le nucléaire et l'armament. Je sais plus si c'était ça exactement. Eux, ils n'étaient pas au courant, mais c'était intéressant de voir leur réaction, de dire je savais pas. Sur un conseiller pro. C'est intéressant. C'est intéressant. Et aujourd'hui, on a lancé toute une politique on n'achète pas beaucoup quand on est une société de services, mais ce qu'on achète, on veut le faire de manière responsable. Avec une grosse partie des achats pour une société de services, c'est des produits bancaires. C'est des produits bancaires, t'as raison, mais c'est aussi après de la prestation de services, de nettoyage, c'est nos voitures, etc. Tout ça, on veut le faire de manière responsable. Ça, vous aviez déjà toutes les voitures de la société, elles sont électriques. Elles sont soit électriques, soit hybrides. On fait beaucoup la promotion de transport en commun et du vélo. Et les véhicules sont tous, je dis pas de bêtises, électriques ou hybrides. Et l'impact sur le transport, l'impact du transport, ça rentre dans ce 4e thème ou c'est dans le 5e? Ça rentre là-dedans aussi. Toi, tu te déplaces à vélo depuis 10 ans. Depuis 6 ans. Depuis 6 ans? Depuis 6 ans, vélo, Brompton ou Gazelle. Le Gazelle, c'est pour la ville, pour faire classe. Et le Brompton, c'est pour le côté urbain, entre le train. J'ai hésité entre un Gazelle et un Kalkoff. Faut prendre les deux. J'ai pris le Kalkoff. Ça reste un grand vélo de ville. C'est clair. Ok. Mais en vrai, c'est hyper important qu'un dirigeant montre l'exemple comme ça. Ça va être hyper inspirant pour les autres collaborateurs. Parce que c'est compliqué dans d'autres boîtes où si le patron il se déplace en Audi, coupé cabriolet, on est bien d'accord. Collaborateur qui doit prendre les transports en commun, je trouve ça passe pas. Là, l'avantage c'est que moi mes collaborateurs, certains consultants ont des voitures de fonction, moi j'en ai pas. Donc tu vois, on termine. Mais tu sais, pour la petite histoire, pourquoi je suis passé au vélo? Pour la forme physique? Non. À l'origine, comme certains patrons, pendant un moment, j'ai eu des bagnoles de patron, j'ai roulé, je dois avouer, je demande pardon, non, je plaisante. Pendant un moment, j'avais une BM série 318, la petite BM qui roulait très bien. Et suite à une mauvaise association, ma boîte a commencé à aller très mal. Donc l'associé, on s'est séparés très intelligemment. Et puis pour sauver la boîte, pendant 7 mois, je me suis pas payé. Et donc on a vidé les caisses, on a vendu les bagnoles. Et puis quand j'ai vendu les 2 bagnoles qu'on avait, j'ai dit à ma femme, écoute, je vais y aller en vélo. Je vais y aller en vélo, puis les consultants, ils vont me prêter leur voiture. Parce que c'est pas leur voiture, c'est le parc de la voiture, c'est le parc de la société. Donc on va partager, on va arrêter dans une logique de propriété, on va passer dans une logique d'utilité, parce que c'est important de serrer les coudes quand l'entreprise va moins bien. Et moi, je suis passé au vélo, et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et depuis, j'en démarre plus, je reste en vélo. Non mais c'est vrai, moi ça m'a pris 3 ans de faire la transition. Au début on a essayé de me forcer, mais maintenant, même s'il est 20h, qu'il fait 3 degrés, en fait il y a tellement de voitures sur la route, je vais plus être à vélo. C'est clair. Un trajet de moins de 15 minutes de voiture, un vélo il va plus vite en fait. On est d'accord. Et puis ça fait du bien. Oui, ça fait que des bonnes raisons. Ça réveille bien le matin. Ok, c'est cool. Et le 5e point, du coup le 5e thème on a dit? Les fournisseurs. Les fournisseurs, c'était pas le 4e? Non. Tu m'as dit 4e, c'était achat? Alors, achat fournisseur, c'est ça. En fait, t'as gouvernance, les collaborateurs, les clients, les fournisseurs et l'environnement. C'est ça, le 5e, c'est l'environnement. Donc le transport, c'est dans le 5e. C'est transport environnement. C'est ça. Ok. Et du coup, en dehors du transport, qu'est-ce que ça comprend? Donc l'impact de l'activité, c'est un industriel. Alors c'est ce que ça comprend. Alors nous concernant nous, il y a un impact assez léger, mais on le fait quand même. C'est le tri de nos déchets, la consommation qu'on en fait. L'impact qu'a notre activité sur l'environnement extérieur. C'est sûr que dans notre monde du service à nous, l'impact est assez faible.
Ouais, mais il y a quand même l'impact de la gestion du parc immobilier. Enfin, ici, vous avez deux bureaux, donc le fournisseur d'énergie. Exactement. Comment vous chauffez. Exactement. Si vous mettez à 24 toute la journée, ben c'est moins bien, quoi. On est bien d'accord. Donc là, pareil, ils nous demandent toute une série d'informations qu'on leur donne. Et là aussi, on est cohérent avec ce qu'on veut faire. Ok, cool. On a fait tout le tour du comment. Du coup, l'impact sur l'intérieur, tu m'as dit que c'était Candice qui s'était occupé principalement du sujet. Ouais. Comment tu nous as aussi dit qu'il y avait un dashboard avec les points qui augmentaient, que ça avait mobilisé les collaborateurs, que ça a changé en interne le fait d'entrer dans le processus, et après le processus, qu'est-ce que ça a changé? Rentrer dans le processus, on s'est demandé ce que c'était un peu Bicorp, ce sujet. Donc, on s'est posé des questions, on a avancé sur le sujet, on a découvert un peu ce que c'était, et petit à petit, puis quand on l'a eu, c'était waouh. Donc ça, c'était fin juillet, et puis après les vacances, on s'est tous retrouvés à Paris pour un séminaire autour de ce thème-là. Et on est allé dans un lieu assez improbable qui est Porte de Clignancourt, qui s'appelle la recyclerie. Ouais. C'est une ancienne station, je crois SNCF ou RATP, qui était abandonnée. Ils en ont fait un lieu RSE juste incroyable. Je crois qu'il y a 2 hectares de plantation. C'est ouvert à tous, des ateliers. Je crois qu'ils font 200 couverts par jour, avec des gens issus de la réinsertion et pas que. Enfin, vraiment, c'est un lieu qui je trouve qui fait envie. Et donc là, on leur a fait prendre conscience de ce qu'était la RSE, ce qu'était Bicorp. Ouais. En fait, ils ont été bluffés. C'était pas juste un label, juste un certificat. C'est que derrière, c'est un label qui intègre l'ensemble du modèle économique. Et comme je te disais tout à l'heure, il y a une prise de conscience, une fierté de se dire notre boîte, elle est déjà cool, elle est sympa, elle est fraîche, elle est moderne. Et en plus, notre business, il est clean. Notre business, il est équitable. Avec ses externalités négatives très faibles et à l'inverse des externalités positives qui sont très fortes. Donc tu te dis tiens, je fais un business qui est propre, c'est chouette. Ouais. Donc ça crée cette fierté en interne. Et du coup parce que c'est vrai qu'on a croisé Toine sur Aratech, la première chose qu'il nous a dit c'est on a eu le label Bicorp, c'était spontané. Ouais. Tous les collaborateurs, c'est la première chose qu'ils ont envie de dire quand tu rencontres un partenaire, un interlocuteur. Ouais. Et est-ce que tu penses que ça a un effet sur le turnover, ça va te donner une meilleure retention des collaborateurs? Écoute, je l'espère, c'est trop tôt pour te dire si ça sera le cas. Voilà, ça, je sais pas encore, pour l'instant oui. Non, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est que les dernières personnes qu'on a intégrées, cette appartenance à Bicorp, chez certains, c'est déjà une fierté. Ouais. De dire, je rentre dans une société qui a réussi à avoir cette certification, et tu sens qu'il y a une fierté. Ouais. Après, c'est comme tout, si ça se passe bien, c'est top. Si ça se passe pas bien, on a beau être Bicorp, on va pas les garder pendant 5 ans si ça le fait pas. Ouais. Mais en tout cas, c'est, je pense, un plus pour ceux qui croient en la cause, et ça sera même un plus pour ceux qui n'y croient pas, parce que s'ils viennent chez nous, on va les embarquer, quoi. De toute façon, après quelqu'un qui ne croit pas du tout à la cause, sans doute on ne le recrutera pas, parce que on aurait du mal à se retrouver à partager ces valeurs-là. Et du coup, parce que concrètement, un collaborateur, peut-être que chez vous, au bout de 5-6 ans, il va se poser la question d'aller vers une autre expérience professionnelle. Il aura développé une exigence envers le label, c'est-à-dire qu'il va pas vouloir quitter l'entreprise pour aller dans une entreprise qui serait pas labellisée. Mais moi, je peux te raconter certaines histoires. Avant même qu'on ait Bicorp, on a toujours été sensible là-dessus. Ouais. Nous, on a pris le moins possible, recto verso, utilise du papier recyclable, tout ce que tu veux. Et on a parfois des collaboratrices qui sont partis dans d'autres boîtes qui nous disaient j'allais voir l'imprimante, attends, faut faire du recto verso, faut faire le tri, c'est-à-dire qu'ils viennent ailleurs. Ouais. Et ils sont parfois choqués des déchets, ou même ils prennent les choses en main en disant attendez, il faut qu'on change ça, on peut pas se permettre de jeter ça, faut trier, faut arrêter vos conneries. Et ils nous racontent ça, on est mort de rire parce qu'on se dit on les a influencés dans le bon sens. Ouais, effectivement, c'est cool. Et sur donc l'impact du label vers l'extérieur, vers les clients, ça a changé la perception de la chose? Ouais, j'étais assez bluffé parce que j'en devais le assez. J'ai été bluffé quand on a communiqué via LinkedIn sur le fait qu'on est Bicorp. On a eu plein de likes sur les informations qu'on avait divulguées. J'ai eu des gens qui m'ont dit Hervé, est-ce qu'on peut pas se rencontrer, comment vous avez fait, c'est génial, bravo. Et moi j'ai le souvenir d'un patron d'une grosse boîte de nettoyage de la région que je connais, qui me dit tiens, est-ce que tu peux me rappeler? Il me demande comment on a fait, parce que il avait envie de le faire, mais il trouvait ça insurmontable, etc. Je pense qu'ils l'auront assez rapidement parce que c'est des gens très avancés. Et j'ai eu au téléphone, je lui ai expliqué ça, et il me dit, tu vois Hervé, on a une mission de recrutement qu'on va aller peut-être vous confier. Bon, on vous la confie parce qu'on a vraiment travaillé avec des gens qui nous ressemblent.
D'accord. Et j'ai eu un autre appel de quelqu'un comme ça. J'ai fait le suivre à l'une des collaboratrices. Et pareil, c'était vous êtes Bicorp, on a envie de bosser avec vous. Et il y a cette tendance, effectivement, de se dire, si je travaille avec quelqu'un qui a ce type de certificat, de certification, pardon, il y a une grande chance que ça soit une boîte qui est très clean. Et ça, c'est rassurant. Non, ça vous différencie aussi, parce qu'entre deux cabinets, un cabinet qui est Bicorp et pas l'autre, il n'y a pas d'hésitation. Voilà. Si toi aussi tu portes ces valeurs de RSE, tu dis entre un cabinet Bicorp et un autre qui ne l'est pas, il y a de grandes chances que tu ailles vers un cabinet qui est RSE. Ouais, surtout si les prix se comparent. Voilà, il y a compétences équivalentes. Ça apporte la même valeur, mais il y en a qui a moins d'impact. On est bien d'accord. Sur les autres partenaires de l'entreprise, tu m'as dit sur les institutionnels et les fournisseurs, ça avait changé la perception. Les fournisseurs, on a fait le choix tous ensemble parce qu'on a identifié les thèmes sur lesquels on était très bons, sur lesquels on était un peu moyen, sur lesquels on était moins bon. Et on a mis en place tout de suite des actions qu'on a pu, puis d'autres qui vont être mises en œuvre progressivement. Pour les fournisseurs, c'est simple, c'est que tous les fournisseurs, on est en train de les revoir. Pour leur parler de nos convictions et de notre certification, voir en quoi eux le sont aussi. Alors c'est des choses qu'on avait déjà faites, mais en tout cas on le partage fortement avec eux. Je te parlais du secteur bancaire. C'est un plaisir de pouvoir se dire, tiens, on veut travailler avec des gens qui croient en nos convictions, qui ont envie d'avancer sur le sujet. Voilà. Sans être pénible dans la cause, mais on a envie de les partager. Et au niveau des institutionnels, on a eu Alliance ici, qui a su qu'on était Bicorp. Je crois qu'à Lille, il y a que 5 sociétés qui sont Bicorp. Ouais. Donc ils ont trouvé ça génial, ils nous ont demandé de venir intervenir chez eux. La Mail est au courant aussi, la CCI. Aujourd'hui, les institutionnels ne peuvent plus passer à côté de ce sujet, et d'avoir des sociétés dans la région qui ont ce type de label, ça fait partie du patrimoine RSE de la région. Et il y a aussi des réactions très positives sur le sujet. Pour un dirigeant de petite entreprise comme moi, la question que je me pose spontanément, c'est est-ce que c'est une bonne idée de le faire tout de suite quand on est petit, quand on n'est pas développé, ou est-ce qu'il vaut mieux que j'attende que mon entreprise elle soit plus stabilisée dans 2-3 ans? Moi, j'ai envie de te dire, Damien, si tu as ces convictions, si tu y crois, et si tu te dis que c'est une chouette idée que de pouvoir afficher ce que vous êtes réellement, ce que vous êtes, fais-le tout de suite. Ouais, c'est vrai. Voilà, ça prend du temps, c'est certes. Mais je pense plus tôt tu le fais, plus tôt tu vas embarquer tes collaborateurs et tes futurs collaborateurs dans cet esprit. Et je trouve ça chouette. En fait, c'est un peu l'intuition, c'est comme entreprendre, on se dit toujours plus tard ce sera mieux, plus tard je serai plus fort pour le faire, mais en fait, il faut le faire tout de suite. Et bien sûr. Parce que il y a pas plus tard. Ok, cool. Quelle question peut se poser à un collaborateur dans une entreprise qui hésiterait à faire la démarche? Quels peuvent être les obstacles d'après toi? Moi, j'ai envie de dire, j'ai eu une discussion la semaine dernière avec un copain qui a sa boîte et puis qui me disait, ouais, tu sais, moi, ça fait 2-3 ans, je regarde le label Bicorp, je trouve ça super, mais moi, j'ai une entreprise qui fait fabriquer des meubles à l'autre bout du monde, donc je l'aurai jamais. Puis je lui dis, arrête de faire les questions, la réponse tout seul. Réponds au questionnaire. Tu vas voir ce sur quoi t'es bon, sur quoi t'es moins bon. Tu vas pas être audité simplement sur tes externalités négatives parce que tu transportes des meubles de l'autre bout du monde. T'es peut-être super bon en management, t'es peut-être super bon dans ta relation client, t'es peut-être super bon dans ton organisation, t'es peut-être super bon sur d'autres items, et tu vas pouvoir après compenser sur d'autres sujets. Donc moi j'invite les gens, de toute façon faut pas chercher à avoir le certificat si on n'a pas de croyance forte dans le sujet. Si on en a, passez le test, et ça vous permet d'avoir une photographie de là où vous êtes bon et pas bon. Et libre à vous après de pouvoir repasser le label Bicorp quelques mois plus tard, après avoir fait le travail. Donc tu vois, c'est ça, c'est plutôt que se poser 10 000 questions, je le fais pas, est-ce que je vais l'avoir, pas l'avoir, etc. Passez le test et puis après vous verrez. Du coup, là, on a fait le tour des sujets. L'ouverture qui m'intéresse spontanément, c'est que tu dis que le label Bicorp, ça montre que l'entreprise, elle est équitable, elle est clean dans sa façon de faire le business. Le but d'une entreprise, c'est quand même de créer de la valeur pour les actionnaires de la société, c'est quand même de marger. Est-ce que, c'est comme ça que c'est très acquis en France. J'ai eu beaucoup de gens qui ont une vision différente. Quelle est pour toi qu'est-ce que c'est une entreprise d'après toi? Tu m'as vu un peu tiquer quand t'as dit ça. Non, mais en vrai, c'est quelque chose qu'on m'a dit plusieurs fois. C'est parce que j'ai de l'engagement. Je me suis engagé bénévolement avec Techstar. Alors c'est une entreprise. Et les gens disent comment tu peux faire du bénévolat pour une entreprise, tu crées de la valeur pour les actionnaires de cette entreprise-là. Alors c'est faux, en fait. Plus, je m'engage avec une entreprise qui me permet de créer de la valeur pour d'autres de manière positive, et elle m'aide à le faire. Et voilà, donc c'est souvent quelque chose qu'on me remonte et je sais pas comment répondre correctement. Je veux savoir quelle est ta réponse. Moi, pour moi, une entreprise, elle est là pour créer de la valeur, mais pas que de la valeur interne. Je peux créer de la valeur quand je donne du temps à une association, une fondation pour les aider. Je crée de la valeur quand je redistribue des compétences ou de l'argent à des gens qui en ont besoin.
Je crée de la valeur en créant l'emploi. Je crée de la valeur. Pour moi, une entreprise, c'est pas juste la redistribution de dividendes. C'est pas juste une entreprise qui vaut de plus en plus cher. C'est un ensemble d'externalités positives. C'est-à-dire que je pense que si on était beaucoup plus nombreux, si la plupart des entreprises intégraient cette cause qui est de dire je peux faire du business, mais du bon business. Je suis pas obligé d'être dans l'économie sociale et solidaire pour faire du business. C'est pas mon propos. C'est-à-dire que je peux faire du business, je peux faire de la croissance, je peux faire de la marge, mais en intégrant l'interne et l'externe, en intégrant nos prochains et en se disant plus on sera nombreux à vouloir faire un business qui est clean, qui est équitable, qui est respectueux de la nature, l'environnement, des collaborateurs, de l'équité. Oui, je vais donner un exemple. Est-ce que tu connais le coefficient de SS entre le plus bas et le plus haut salaire? C'est 1 pour 5. 1 pour 5. Ouais. Et bien chez RH Performance, on est à 1 pour 5. Ouais. La plupart des boîtes, on monte à 8, 10, 20, 30, etc. Voilà. Ouais. Ben moi je trouve ça clean. Toi, nos collaborateurs, quand on leur a fait découvrir le label B Corp, on a posé ces questions-là. Ouais. Et quand ils ont vu que c'était de 1 à 5, ils se sont dit merde, c'est chouette. Nous on est à 1 pour 2, j'ai pas 1 pour 1. Ouais. Mais c'est parce que j'ai pas encore de collaborateurs qui soient assez seniors pour le payer plus de fois le SMIC. Voilà. Mais oui. Mais toi c'est des rapports de SS, etc. Ben moi je trouve ça chouette à un moment ou à un autre. Moi quand je vois des rapports dans des grosses boîtes du CAC 40 de 1 à 200, enfin je veux dire ça, pour moi à un moment ou à un autre ça n'a plus de sens. Qu'il y ait des rapports de 1, 15 ou 20, pourquoi pas. Voilà. Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et je pense plus on sera nombreux à intégrer que on peut faire un business équitable. Genre, gagner 5 fois que le plus bas salaire, c'est déjà beaucoup. Est-ce qu'on a besoin de gagner 10 millions d'euros par mois? Bah non. T'en fais quoi? Enfin, je veux bien, mais c'est un moment c'est de trouver qu'il y a un rapport qui est plus équitable, plus sain, en interne, en externe, et plus on sera nombreux à adopter ce type de position, bah plus on fera notre contribution pour notre belle planète. Je comprends bien. Du coup, une entreprise pour toi, elle se décrit par ses externalités? Pas que, par son ensemble. C'est-à-dire que par ce qu'elle est capable de faire en interne, c'est faire grandir ses collaborateurs, les fidéliser. Et du coup, les collaborateurs, c'est un partie prenante et une externalité. C'est les deux, t'as raison. T'as raison, parce que c'est à la fois des gens qui viennent trouver un emploi, qui viennent grandir, qui viennent, certains chez nous rentrent au capital, prennent des responsabilités, mais c'est aussi, ces gens-là sont des gens aussi, sont des consommateurs, sont des parties prenantes, et aussi vont pouvoir mettre leur pierre à l'édifice. Ils vont tous être des petits colibris pour nos partenaires extérieurs, nos associations. Il y a une définition de l'entreprise qui est souvent acceptée, qui est une entreprise, c'est des gens qui se rassemblent pour créer quelque chose, pour entreprendre ensemble. C'est donc pour toi une entreprise aujourd'hui, c'est donc déjà des associés qui se rassemblent, qui rassemblent du capital et qui rassemblent des collaborateurs et des salariés autour du projet. Oui, c'est une entreprise, c'est effectivement un objet, une cause qui peut être économique, mais qui doit être aussi sociétale et environnementale. Pour moi, c'est un ensemble. Donc c'est l'objet qui rassemble tous les parties. Exactement. Tout à fait. Ok. Et du coup, pourquoi quel est le rôle du salaire en fait du coup dans l'entreprise? C'est une question qui est souvent hyper vague pour plein de gens. Surtout dans des plus grands groupes ou même dans des petites boîtes en fait. C'est la raison pour laquelle on paye les salariés, c'est pas simplement une compensation. Est-ce que, quand tu l'as présenté tout à l'heure, c'est une externalité et c'est aussi c'est pas simplement une compensation, c'est une externalité, c'est le fait que c'est ce qui marque l'appartenance du collaborateur à l'entreprise, c'est ça? Bah, ça l'est. Et puis le salaire, c'est quelque part, c'est valoriser la contribution de l'équipe au projet d'entreprise. Voilà. Donc c'est à la fois un dû par rapport à ce qui est fait, à des performances, etc. Ça c'est clair. Et puis ce salaire, je trouve que c'est aussi un moyen d'être équitable dans la manière de le donner, dans la manière de l'utiliser. Chez nous en interne, ce genre de collaborateurs qui définissent eux-mêmes leur système de rémunération variable. Ce sont nos collaborateurs qui décident des augmentations qui sont données ou pas. Ce qui est intéressant du coup dans le fait d'avoir le variable défini par les collaborateurs, c'est-à-dire que tout le monde sait ce que fait le rôle des autres dans la boîte. Exactement. Le variable, il écrit ça correctement en fait si on crée un consensus autour de ça. Parce qu'il peut y avoir des entreprises où tu ignores ce que fait exactement la personne dans le même open space. Tu sais pas comment elle crée la valeur pour la boîte. Et puis ce système de rémunération variable qui est construit par les collaborateurs, c'est-à-dire que c'est leur système. Donc
c'est eux aussi qui sont en maîtrise quelque part, ou en tout cas ils sont partie prenante dans la construction de leur système de rémunération. Je vais te poser une question précise pour te challenger, une mise en situation. Moi, je viens de l'armée, je viens d'une famille militaire, et dans l'armée, les gens sont rémunérés d'une façon différente en fonction de s'ils ont des enfants, s'ils sont mariés ou non. Ouais. Parce que historiquement, la rémunération du soldat, c'est une solde pour que sa famille vive bien pendant que lui il est en opération, quoi. Ouais. Et du coup, c'est une intuition que j'ai qui est que oui, un collaborateur qui a une famille, il peut pour le même travail gagner plus d'argent qu'un autre. C'est pas forcément acquis dans d'autres entreprises. Ouais. D'après toi, pourquoi on a cette sensibilité qui est différente? Laquelle tu rejoins mieux, ou comment tu mets le curseur? Est-ce que demain, la question que tu me poses, est-ce que demain je pourrais donner on va dire une rémunération différente en fonction de la charge familiale, c'est ça? Alors, dans la façon de reformuler, déjà, tu t'apportes un élément de réponse. Mais ouais. Ouais. Je dois avouer que moi, j'ai plutôt cette réaction qui est de dire, j'ai plutôt tendance à rémunérer en fonction de la contribution. Ouais. Et la contribution, elle n'est pas forcément que quantitative. Elle peut être aussi pleinement qualitative. Ouais. Donc moi, j'irais plutôt dans le sens de dire, moi, c'est la contribution. La création de valeur ajoutée qu'a le collaborateur, la collaboratrice au projet d'entreprise, quantitativement ou qualitativement. Voilà. Et du coup, ça a été positif quand même de valoriser le fait que le collaborateur il ait une vie de famille, une vie personnelle équilibrée. Ouais. C'est aussi, on peut aussi dire que dans la politique de rémunération, on inclut cet impact-là. Alors, tu pourrais le formaliser autrement. Déjà, par exemple, le fait de rémunérer les gens qui font du vélo, de l'indemnité kilométrique pour les cyclistes, tu vois. Ouais. Déjà, encourager les gens à réfléchir à leur impact quand ils se déplacent et le rémunérer différemment, tu vois. Ouais. En fait, le sujet de la charge familiale, autant dans le public, je l'entends, parce que c'est l'État qui paye à un moment ou à un autre et qui souhaite, sans doute pour des raisons peut-être d'équité nationale, de se dire quelqu'un qui a plus de charges familiales, il faut l'indemniser. Nous, on n'est pas dans un système d'indemnisation, et je pense que si on partait dans un système comme ça dans le privé, le risque, ça serait que plus tu as de charges familiales, moins tu vas attirer les entreprises, parce que ça vont se dire, tiens, Damien qui a 5 gamins, il va me coûter plus cher que Pierre qui en a 0. En fait, je comprends dans un système, on va dire, collectif et d'État public. Dans le privé, je peux le comprendre intellectuellement, mais économiquement, ça pourrait poser un problème. Ouais. Est-ce qu'on peut trouver l'aspect dans un autre sens? Alors, on va le trouver, effectivement, dans les CE et dans les grandes entreprises. Quelqu'un qui a beaucoup d'enfants va avoir des voyages, va avoir de l'aide, va avoir différents ajustements. Et puis aujourd'hui, la compensation qui n'est pas faite par l'entreprise, elle va être faite par les sécu, par l'aide au logement, etc., qui est là pour peut-être compenser ce que l'entreprise ne donne pas pour ceux qui ont plus de charges. Tu vois, par exemple, à l'inverse, j'ai une amie qui travaille dans un grand groupe, et il y a des grilles de salaire en fonction de ton école de sortie. Ouais. Et donc, elle est moins bien rémunérée que des collègues au même poste. Ouais. Parce qu'elle a pas fait une grande école, qui est classée A ou B, quoi. Ouais. Dans le premier tiers, deuxième tiers. Ouais. Ça, j'ai l'impression que ça amène à disparité, parce que statistiquement, effectivement, les femmes qui occupent ce poste-là ont fait moins d'études, des études moins prestigieuses. Et du coup, au final, on arrive sur ce poste-là, dans l'ensemble de l'entreprise, les femmes sont moins rémunérées, effectivement. Ouais. Alors là, tu touches un autre sujet, c'est que en France, les femmes, en moyenne, je crois, sont rémunérées 30% de manière inférieure aux hommes. Donc ça, il y a un autre sujet, c'est un problème d'équité entre hommes et femmes et sur la rémunération. Donc, tu vois, par exemple, si tu prends en compte dans le salaire le fait de prendre en compte dans la rémunération la vie familiale du collaborateur, d'un autre côté, tu peux le faire plus négativement en prenant son diplôme de sortie ou son niveau d'études. Ouais. Tu vois, par exemple, un collaborateur sur le même poste qui est Bac+3 ou Bac+5, ça a un effet assez sélectif et pervers, même si les entreprises le font depuis longtemps, de le rémunérer en fonction de son niveau d'études. Ouais, bien sûr. Ouais. Et ça, par exemple, c'est plus explicite, genre on fait le même travail, mais moi je suis Bac+3, donc je gagne moins. Ouais. Même si on se rend compte que le diplôme est une chose, mais pas que. En tout cas, en fait, ces grilles de salaire qui sont fonction du nombre d'années d'expérience et surtout du niveau d'études, on va le retrouver dans les grands groupes. Ouais. En revanche, dans les PME, on le retrouve beaucoup moins
Parce que dans la PME, on va chercher effectivement des gens qui ont des têtes bien faites, mais surtout de l'agilité, une fibre entrepreneuriale, une capacité à s'adapter, à faire toucher à beaucoup de choses. Et le diplôme est moins central que dans les grandes entreprises où là, effectivement, en fonction de la catégorie de salaire et du nombre d'expérience, tu sais que tu vas gagner autant. Et au bout de 3 ans, tu passes à un autre levier. Donc c'est très hiérarchisé, très structuré. Ouais, effectivement. Après, c'est de moins en moins courant dans les entreprises de faire des grilles de salaire en fonction de la... Mais ça existe encore beaucoup. Ça existe encore beaucoup. En vrai, sur mes copains de promo, j'en connais qu'un qui a ça. Dans son entreprise, ceux que je vois encore, je dois en voir une dizaine et il y en a qu'un qui a ça. Donc je pense que c'est sur de ma perception hyper subjective, je dirais une boîte sur 5, un grand groupe sur 5. Je suis pas sûr que ce soit. Je pense qu'il y a 10 ans, c'était bien pire que ça. Ouais, ça se perd un peu, mais c'est encore très présent dans le monde anglo-saxon. Ouais. Dans les cabinets d'audit, c'est systématiquement ça. Dans les banques d'affaires, en fait, je trouve dans les milieux financiers ou proches de la finance, on va retrouver beaucoup ces systèmes. Est-ce que du coup, c'est un système est-ce qu'on est d'accord sur le fait que c'est un système qui crée des rémunérations injustes? Alors, est-ce que c'est injuste? En fait, c'est injuste à partir du moment où, en fait, pour moi, c'est injuste si on ne connaît pas les règles du jeu. Ouais. Si je rentre dans une entreprise et je connais les règles du jeu, en quoi c'est injuste? Parce que je les ai acceptées. Ouais. Donc, elles sont critiquables parce que c'est pas parce que tu as fait une catégorie A, une catégorie B, que tu seras plus performant. Mais en entrée, ça rassure de se dire que les catégories A, on doit les payer plus que les B parce qu'on pense qu'ils vont être plus performants. Voilà. Et si à la fin, est-ce que elles sont pas fondamentalement injustes, mais effectivement à la fin ça reste injuste le résultat. Alors il y a de l'injustice si on va dire à un niveau d'études à peu près équivalent, sauf le niveau entre A et B, et le B performe plus que les A, là il peut y avoir l'injustice si on me dit bah non mais comme t'es catégorie B, je peux pas te payer autant que Damien qui est catégorie A mais qui est moins performant que toi. Voilà. Après c'est comme tout, si les règles sont annoncées, je peux être en désaccord et libre à moi de partir. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est le sujet là. Moi c'est quelque chose que j'ai vécu quand j'étais chez Michael Page parce que moi j'ai fait des études de sciences éco, de fac. Donc moi j'étais catégorie B ou C. Ouais. Et je me souviens qu'une fois en négociation salariale, je me bagarrais, en plus j'avais de très très bons résultats. Et l'un des VP, parce qu'ils avaient tous des titres incroyables, me dit attends mais Hervé tu me demandes une augmentation, un tel il a plus que toi mais il est catégorie A. Et je me souviens, je dis il est peut-être catégorie A, mais je suis bien plus performant que lui. Mais ouais, mais il a fait une catégorie A. Et je dis j'ai bien compris, mais t'achètes quoi? La catégorie A avec un score médiocre ou une catégorie B avec quelqu'un qui performe? Il me dit ça n'a rien à voir, c'est un A, donc on le paye autant. Et là, j'étais face à un mur, un discours que je ne pouvais pas comprendre. J'ai quitté la société. Pas que pour ça. Mais je me disais, on peut pas se comprendre. Moi, je performe, je réussis, j'ai une croissance dingue. Et on gardait quelqu'un qui avait des résultats moyens, qui était mieux payé que moi, parce que je le savais, juste parce qu'il avait un diplôme. À un moment ou un autre, ça n'avait pas de sens à mes yeux. C'est ça. Parce que pour toi, le fondamental sur la rémunération, c'est la valeur qui est apportée à l'entreprise. En tout cas, c'est la perception, qui est une valeur qui peut être quantitative et ou qualitative. Ouais. Ça, c'est pas que j'ai amené autant. Mais quand on se réfugie derrière, comme il a tel diplôme, il a autant, sans pour autant performer, j'avais du mal à comprendre. En plus, les grilles, elles sont opaques. Ouais, complètement. Du coup, les grilles de salaire, vous en avez ou pas en interne? Non. Vous n'avez pas de grille de salaire. Chaque rémunération est négociée. Chaque rémunération est négociée. Il y a une certaine homogénéité. En fait, c'est par rapport à où vient la personne, quel était son niveau de salaire et quel est son degré de compétence par rapport au métier. On n'hésite pas à dire à certaines personnes, on te recrute à ce niveau-là, et puis on va t'augmenter autant au bout de 6 mois. Ok. Ouais. Ok. Ouais. Mais on n'a pas de grille. Moi, je trouve ça cool. En vrai, les grilles de salaire, ça devient presque automatique maintenant. J'ai fait un article sur le sujet récemment. Ouais. Parce que je trouve ça assez hallucinant de voir des boîtes de 5 personnes qui mettent déjà les grilles de salaire et qui vont embaucher que 2 personnes cette année. Je me dis, ça sert à quoi? Ouais. Parce qu'en fait, éventuellement, dans la négociation, la grille de salaire, elle peut te bloquer sur un sujet. Ouais. Alors qu'en vrai, quand t'as moins de 10 personnes dans la boîte, chaque personne est essentielle. Ouais. Et puis nous, dans notre logique, c'est de dire, si à un moment on doit payer quelqu'un plus cher que les autres, pourquoi pas, si ça se justifie. Ouais. Voilà, c'est ça. On a une cador ou un cador qui va coûter 50% de plus que les autres. Si je suis capable de le justifier, je suis prêt à l'assumer. Ouais. Et je peux pas me dire, je suis désolé, je te remets à côté, mais je peux pas, tu rentres pas dans la grille. De manière générale, il y a un consensus des collaborateurs sur la proposition d'envoyer. Donc. J'aime bien rappeler, c'est pas une grille qui dicte une stratégie de recrutement. Ouais.
Oui, c'est ça. Ouais. C'est que là, il te faut une politique de rémunération avant d'avoir... Exactement. Effectivement. C'est super. Est-ce que tu veux donner un mot de clôture? Est-ce qu'on a un call to action? Est-ce qu'on te retrouve? Si après avoir écouté le contenu, on a envie de te parler, on a envie d'aborder des sujets, quel sujet ça peut être et comment on te contacte? Écoute, moi je suis vraiment à disposition de ceux qui ont envie de poursuivre les échanges sur ça et d'autres. Ouais. Donc on peut me contacter par mail. Ouais. Je peux donner mon adresse mail. Voilà. Donc hvanrjn@rhperformanceaupluriel.fr. Et puis vous pouvez m'appeler sur mon portable. Je vous garantis pas un rappel immédiat, mais au moins un petit SMS, c'est plutôt sympa. 06 17 93 06 82. J'espère que c'est un numéro pro. Évidemment. T'as pas la vie. Ok, c'est cool. Merci beaucoup. Merci Damien. Yes.